Retour dans la semaine de l'écho, je suis toujours en compagnie d'Éric Heyer, qui est directeur à l'OFCE, Philippe Manière, président de Footprint Consultant, et Nicolas Prissette, journaliste. On va évoquer dans cette deuxième partie les Paradise Papers. Après les LuxLeaks, les WikiLeaks, eh bien, ce sont les dernières révélations du consortium international. Et les Panama Papers, bien sûr, je l'oubliais, ce sont les dernières révélations du consortium international des journalistes d'enquête. 400 journalistes de 67 pays qui ont mis en lumière, non plus cette fois de la fraude fiscale, mais de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire des montages financiers légaux qui permettent de ne pas payer des impôts. En France, en 2017, eh bien, la France perdrait toujours entre 50 et 80 milliards d'euros par an en raison de l'évasion fiscale. Alors Bruno Le Maire a réagi, il a dit finalement que c'était une atteinte à la démocratie. Éric Heyer, tout d'abord, comment distinguer l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale de la fraude fiscale? Ce serait intéressant tout de même de reprendre un peu les concepts. L'optimisation fiscale, c'est légal. Si vous utilisez des failles un petit peu et les différences de fiscalité dans les pays, et puis vous optimisez pour payer le moins d'impôts possible, alors que la fraude, c'est illégal. Mais vous voyez, je ne sais plus quel était ce ministre britannique des Finances qui disait l'écart entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, c'est l'épaisseur de la porte de prison. Donc, de temps en temps, effectivement, il y a pas loin entre les deux. Mais là, aujourd'hui, effectivement, dans les trois quarts, même peut-être les 80... Entre les Panama Papers et les Paradise Papers, c'est ça la différence. On est plus dans l'optimisation fiscale. Sans doute, ce qui choque, c'est qu'effectivement, au moment où on a besoin d'argent public, parce qu'effectivement, il y a des dettes partout, et des déficits partout, et qu'on essaye et qu'on augmente les impôts pour essayer de réduire les déficits, on se dit, bien, c'est un peu dommage que les grands groupes ne participent pas à cela. Mais on voit bien que c'est un problème de construction de pays. Enfin, moi, je suis assez hostile à ce qui se passe en Europe aujourd'hui, parce qu'effectivement, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes si on a en notre sein des fiscalités différentes entre le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas. Ça, c'est en Europe, parce qu'on parle beaucoup des îles Caïmans. Oui, qu'au sein de l'Europe, on admet le fait qu'on n'ait pas la même fiscalité, les mêmes assiettes, et donc, du coup, les entreprises s'engouffrent dans ces failles. Donc ce sont plus les entreprises que les particuliers, parce qu'on a vu des noms des particuliers. Disons qu'il faut... c'est plus facile quand il y a la reine d'Angleterre, par exemple. Vous voyez que le directeur financier d'un grand groupe, il ne s'occupe que de cela. Et c'est essayer d'optimiser en jouant, en grande partie là-dessus. Le problème d'un particulier, c'est que c'est un peu plus compliqué. Et alors, c'est là où ça devient aussi injuste. Alors, il utilise des cabinets. C'est là où ça devient injuste, c'est que c'est un peu inégal. C'est-à-dire qu'il faut avoir un bon conseiller fiscal pour pouvoir l'utiliser. Et donc, pour avoir un bon conseiller fiscal, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent, parce que ça coûte cher. Et donc là, c'est un peu inégal. Et alors, la différence même entre... on va dire, chacun peut faire l'optimisation fiscale en France. Vous voyez, quand vous achetez un Robien ou un Pinel, vous faites de l'optimisation fiscale. Mais c'est transparent. Vous voyez, on le sait. Et le problème de ces Paradise Papers, c'est que, en gros, globalement, ça passe... ces montages sont extrêmement compliqués et il n'y a pas de transparence. Donc, vous voyez... C'est un peu ça. Quand c'est un peu opaque, on considère que il y a peut-être quelque chose... Ça manque à gagner. En plus, c'est opaque. Nicolas, est-ce que finalement c'est une atteinte à la démocratie, comme le dit Bruno Le Maire? En tout cas, d'abord, c'est une atteinte aux recettes publiques des États qui perdent de la matière fiscale parce que telle entreprise ou tel riche contribuable a mis l'argent de côté. Donc, il y a déjà un premier problème qui est celui, on va dire, de l'égalité de traitement devant l'impôt. Puisque vous allez avoir une partie des entreprises riches, multinationales, qui ne vont pas payer ce qu'elles devraient payer dans le pays en question. Et puis, de l'autre côté, qui paye à leur place, en quelque sorte, ça va être tous les autres, c'est-à-dire les entreprises ou particuliers, classe moyenne, qui vont devoir contribuer davantage qu'ils ne devraient sans doute à financer l'État, à financer les services publics. Donc inégalité devant l'impôt. Donc il y a un véritable sujet d'ordre public, au-delà de la morale, on peut parler de la morale bien sûr, mais au-delà de la morale, il y a un sujet d'ordre public. Et puis, et bien sûr, ça vient d'être évoqué par Eric, le sujet de l'harmonisation fiscale européenne, puisque si on s'arrête juste à la morale, ça donne quoi? Ça donne du tous pourri. Donc pour dépasser ça, la question à poser, la question à résoudre, c'est bien politiquement celle de l'harmonisation fiscale européenne. Philippe, ça fait 10 ans qu'on en parle de cette harmonisation fiscale européenne. Oui, non, mais je crois qu'il faut revenir, on a des taux aussi différents, 12% pour l'IS en Irlande, en France on a 35%. Sont différentes, mais je pense que... Et puis ça, c'est un aspect du problème, parce qu'en fait, il y a la fiscalité dans le monde est quand même extrêmement différente. Alors effectivement, si on parle des îles Caïmans... Mais revenons quand même sur cette dichotomie fondamentale. Il y a la fraude, ça c'est illégal, ça veut dire violer la règle. Donc ça c'était les Panama Papers. Pas forcément, il y a de la fraude dans les deux, il y en a très peu dans les tout derniers, mais il y a de la fraude présumée dans toutes les publications qui ont eu lieu, mais en petite quantité, et en particulier dans les dernières publications, il y a peu de fraude présumée. Les auteurs des papiers disent eux-mêmes d'ailleurs que la plupart des montages sont légaux. Quand c'est de la fraude, quand c'est illégal, il n'y a pas de discussion. Les gendarmes sont là pour arrêter les voleurs, procès et prison si nécessaire. Quand c'est de l'optimisation, c'est parfaitement légal, ça peut paraître choquant, mais
dans une démocratie, puisque vous parliez de démocratie, et franchement, à mes yeux, c'est fondamental, dans un état de droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et jeter l'anathème sur des gens qui, dans leur intérêt, évidemment, essayent d'optimiser leur fiscalité et de payer moins, je trouve que c'est parfaitement mal fondé. C'est même à mon avis, le devoir d'une entreprise. Je vais vous expliquer, à mon avis, c'est le devoir d'une entreprise d'optimiser. Pourquoi ? Parce que si elle ne fait pas, ses concurrents le font, et elle va se retrouver en situation de difficulté concurrentielle. Si vous voulez avoir des fournisseurs heureux, des salariés heureux, des actionnaires heureux, vous développez, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer de l'argent qui va à l'État alors que vous pourriez le garder. C'est comme ça, c'est la loi. Mais c'est immoral. Immoral. Qui sommes-nous pour porter des jugements moraux ? Encore une fois, en démocratie, on apprend en première année de droit que le droit, c'est le contraire de la morale. Vous avez une morale, moi j'ai la mienne, chacun a la sienne. Et si on commence à dire, bah oui, moi je trouve ça pas moral et tout, on rentre dans l'arbitraire. Un état de droit, c'est la lutte permanente contre l'arbitraire, le refus de la morale comme critère, parce que la morale, chacun a la sienne, c'est le droit qui prime. Et l'optimisation, tant qu'elle n'est pas de la fraude, parce que là, évidemment, il faut être absolument impitoyable sur les fraudeurs, tant qu'elle n'est pas de la fraude, elle n'est pas seulement autorisée, elle est même, à mon avis, nécessaire pour les entreprises. Face à la concurrence. Alors après, il y a une toute petite limite sur laquelle je vais juste rapidement... Vous parlez d'opacité tout à l'heure. Oui, surtout, il y a la cohérence. C'est-à-dire que les gens qui, du matin au soir, se drapent dans leur dignité de « avec nous, on marche vers des temps admirables, genre les GAFA », ou bien alors « moi, j'ai une politique RSE merveilleuse ». Le matin, ils racontent ça, puis l'après-midi, ils optimisent dans des conditions qui sont parfaitement légales, mais qui manifestent une forme de cupidité qui n'est pas complètement conforme à leur projet sociétal dont ils font grand cas, à mon avis, ils se mettent en risque d'image. Ça, c'est une autre question. Mais sur les GAFA, mais ce qui est légal, point barre. Sur les GAFA, est-ce qu'il faut taxer les GAFA ? Parce qu'en l'occurrence, les Google, Apple, Facebook, eux, effectivement, utilisent l'optimisation fiscale. Enfin, on l'a même vu d'ailleurs dans les révélations, dans toutes les dernières révélations du Paradise Papers. Et ils ont, comme vous dites, de nombreux concurrents dans le même business en France qui, eux, payent vraiment des impôts. Oui, justement, c'est Google, c'est des monopoles. Hein, c'est quasiment des monopoles. Ils en ont quand même. Vous voyez, c'est ça aussi qui est amusant. Dans les années 2000, on disait que small is beautiful. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Non, mais il y en a. Il y a des vendeurs en ligne qui ne sont pas Google et Apple. Ce sont quand même des grands monopoles. Et c'est le problème, c'est qu'en étant des gros monopoles, maintenant, ils assèchent complètement la concurrence. Et en faisant cette optimisation fiscale, ils confortent leur monopole. Et bien entendu, il va bien falloir qu'ils payent un tout petit peu tout de même. Alors, il faut qu'ils payent, alors un tout petit peu, enfin, moi, peut-être beaucoup parce qu'ils gagnent beaucoup. C'est normal. Ça veut dire qu'il faut il faut changer la législation européenne. Mais non, c'est pas que européen. C'est-à-dire que, puisque vous voyez, ces grands groupes ne sont pas européens en l'occurrence. Donc il faut bien à un moment essayer de faire une sorte d'harmonisation. Et je pense que les États-Unis vont beaucoup avancer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un gros problème. On en a parlé en première partie. Ils ont quand même un gros problème de dette publique. Et donc il va bien falloir à un moment donné, vous voyez, ces grands groupes gagnent aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée. Donc il faut bien aussi qu'ils participent à cela. Si le jour où personne ne paye de l'impôt, on verra bien les dégâts que ça pourra faire sur les Mais on en revient en fait à tout de même une législation, en tout cas européenne, éventuellement une harmonisation fiscale, Nicolas. Oui, alors là, sur ce terrain-là... Sur l'impôt sur les sociétés, ça serait possible. Alors, sur l'impôt sur les sociétés, c'est sans doute possible dans un monde idéal. Maintenant, quand on rentre dans le détail de comment il faudrait régler les curseurs pour harmoniser, ne serait-ce qu'entre la France et l'Allemagne, souvenez-vous, il y a un rapport qui avait été demandé à la Cour des comptes par Nicolas Sarkozy il y a quelques années et qui avait conclu au fait que c'était tellement compliqué qu'on n'y arriverait jamais, que ça prendrait des années. Bon, au passage, il concluait aussi que les Français payaient beaucoup plus d'impôts que les Allemands. Et donc l'harmonisation... Non mais en tout cas, en ce qui concerne c'est l'harmonisation dans quel sens ? Exactement. En ce qui concerne les entreprises, il y a des projets qui sont sur la table en Europe et qui connaissent quelques avancées, notamment sur l'assiette. On ne parle pas du calcul de taux, on parle de la façon dont on mesure déjà combien gagnent les entreprises pays par pays. Là, il y a des avancées qui sont attendues. Pas pour demain, seulement pour l'année prochaine, l'année suivante. C'est un chemin qui est extrêmement long, mais c'est sûr que si on ne commence pas par le prendre, on n'arrivera jamais au bout. Donc réformer l'assiette de l'impôt sur les sociétés plutôt que le taux, ça serait ça en fait, un premier pas ? Je crois très modérément à l'harmonisation parce que la fiscalité, c'est vraiment une des incarnations de la souveraineté des États. La manière dont je taxe, depuis 1215 et la Grande Charte, on a un petit soupçon que le consentement à l'impôt est ontologiquement lié à la démocratie et l'exercice du droit de vote en un sens. Aujourd'hui, l'impôt est-il moins consenti ? Un pays ne peut pas admettre que quelqu'un d'autre que lui et son Parlement fixe la loi. Après, on peut coopérer, essayer de faire converger, mais il faut bien savoir que quand ce sont des souverainetés qui doivent coopérer, elles sont concurrentes et la réduction des différences on a réussi sur la TVA. Pour des raisons innombrables, certaines économiques. On a réussi sur la TVA. On a quand même manqué une occasion en 2008 lorsque
l'Irlande était au fond du trou lorsqu'ils ont demandé un tout petit peu de l'aide à la zone euro pour s'en sortir. On aurait pu leur demander d'augmenter et d'harmoniser fiscalement. Là, on a manqué cette occasion. Alors, il nous reste 2 minutes et je voudrais absolument revenir tout de même sur la croissance européenne, puisqu'on reste en Europe, qui est à son plus haut niveau depuis 10 ans. Donc, je voulais le souligner, 2,3% de croissance en 2017 en Europe, 2,2% de croissance dans la zone euro, toujours en 2017, 9,1% de taux de chômage en moyenne en Europe, et c'est vrai que ça semble encore élevé. Enfin, c'est le niveau le plus bas depuis 2009. Éric, la crise est-elle derrière nous et comment expliquer ces chiffres? Non, la crise n'est pas encore complètement effacée puisqu'on n'a pas retrouvé les niveaux de chômage d'avant-crise. On a retrouvé le niveau de PIB, mais pas le PIB par habitant de la zone euro, est tout juste revenu à son niveau d'avant-crise. Donc on n'est pas tout à fait au niveau d'avant-crise alors encore. Non, pas encore. Et donc il y a ce qu'on appelle l'output gap, c'est-à-dire un écart par rapport d'à peu près 2 points d'après en moyenne. Donc non, ça va mieux, mais ça va mieux parce qu'on est dans phase de rattrapage et de consolidation, mais on a encore... Alors, en termes de déficit, c'est sans doute là la bonne nouvelle. C'est-à-dire ce que nous dit la Commission, c'est qu'en 2019, le déficit public sera de mémoire moins 0,8. Donc, ça sera tout petit. Moins 0,8. Non, mais en moyenne. En moyenne. La France sera le mauvais élève. Union européenne ou zone euro? Non, zone euro. La France n'aura pas le mauvais élève. Le mauvais élève étant, bien entendu, l'Espagne et l'Italie en termes de dette publique. Oui, la France ne sera pas le mauvais élève. Devrait redescendre sous les 3% de PIB. Alors que l'Espagne sera encore au-dessus des 3%. Philippe, vous êtes sceptique? Je suis très sceptique parce qu'il y a beaucoup plus de croissance en Espagne depuis plus longtemps. Les créations d'emplois sont très solides. Et puis surtout, il y a des politiques publiques qui visent malgré tout à remonter le trou plus vite que chez nous. Chez nous, c'est vraiment de toute éternité. Et quel que soit le pouvoir en place, c'est la variable d'ajustement. Et pour juste compléter ce que disait Éric à l'instant, oui, ça va mieux. Mais j'allais dire, tant mieux, hein. Mais un, pourvu que ça dure, parce qu'on arrive vraiment tard, et deux, il était temps. C'est un peu la même idée. Il était temps. Les autres, les États-Unis sont sortis de la crise il y a 4 ans, 5 ans. Ils ont 7 ans de croissance derrière eux. Donc c'est très bien, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi nous avons mis tant de temps à sortir de la crise alors qu'elle venait même pas de chez nous. C'est l'austérité. Nicolas, on en a moins souffert. On n'a pas atteint des niveaux de déficit le niveau de déficit des Américains. On a un déficit qui est moindre. C'est terminé. On aura encore le temps d'en reparler de ces chiffres. En tout cas, c'est vrai que c'était intéressant de noter cette croissance en Europe en 2017. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.